Guinée, ils ont 24%. Et il y a de l'argent. Alors, il y a un mouvement salafi endogène à l'Égypte, mais il y a un mouvement aussi qui est poussé, financé de l'extérieur à des fins politiques. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qui a été dit, le mouvement salafi en Égypte est là pour contrecarrer la possible émergence des frères musulmans entre l'armée et les salafis. On les met en sandwich. On les place dans une situation où ils ne peuvent pas s'en sortir. De la même façon ici, vous avez tout à coup un mouvement, alors il y a des gens qui sont très très sincères, il y a des gens qui sont poussés. Et c'est là où il faut faire attention, il y a un enjeu politique majeur. Les salafis sont souvent sincères politiquement, mais manipulés politiquement. On les pousse et on les finance à prendre des positions, à créer le problème, à créer la controverse. Et puis vous les voyez dans des actes de violence. Et c'est là où il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège. Toute la question est de savoir comment il faut être avec eux. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand c'est illégal, c'est illégal. Mais quand ensuite on a un jeu politique où on sent que ça dépasse le cadre de simplement la question religieuse pour des questions politiques, c'est là où il faut être extrêmement prudent de ne pas tomber dans le piège. Il y en a qui sont dans la provocation uniquement pour que vous tombiez dans la provocation, pour que vous répondiez à la provocation. Raison pour laquelle il faut être très prudent de ne pas tomber dans ce piège-là de la surenchère religieuse. Ça, c'est aussi une dimension qu'on voit partout dans le monde musulman maintenant. Et très rapidement, est-ce que je suis un auteur engagé ou un auteur de best-seller? Ben, si vous lisiez davantage, je deviendrais best-seller. Là, je ne suis pas encore. Donc, mettez-vous à lire, ça me ferait du bien. Qu'est-ce que c'est que cette question? La personne qui a posé cette question, mais qu'est-ce qu'elle a dans la tête pour poser cette question? Et donc, je n'y réponds pas, je vous remercie. Quel avenir avec les Normans? L'avenir avec les Normans, je ne sais pas. Et aucun d'entre vous ici ne le sait. Et moi, j'ai 3 principes. Le premier, c'est que j'étudie l'histoire des mouvements et leur évolution avant qu'ils soient aux affaires. Et il y a une chose que j'ai écrite avant même que Ben Ali tombe. C'est que vous pouvez être d'accord ou pas avec Rachid Ghannouchi, Cheikh Rachid Ghannouchi, qui est le penseur de toute cette mouvance. Vous pouvez être en accord ou en désaccord avec leurs leaders. Mais quand vous étudiez leur pensée sur leurs 25 dernières années, et sa pensée à lui sur les 25 dernières années, je mets au défi n'importe lequel d'entre vous d'oser dire qu'il n'a pas évolué dans sa pensée et qu'il n'a pas approfondi sa pensée. Je vous mets au défi de dire, non, lui, il a été dans l'opposition comme vous, il n'a jamais pensé que Ben Ali allait tomber en une année. Comme vous, il n'était pas dans cette... Et pourtant, pendant 25 ans, il a pensé, il a proposé. Donc moi, je prends ça comme une pensée intéressante. On peut être d'accord ou pas, mais c'est intéressant. Point 1. Le deuxième principe, donc j'analyse l'histoire de quelqu'un qui a été dans l'opposition, qui a payé dans l'exil, d'autres ont payé sous la torture, d'autres ont payé, et qui est dans une ligne d'approfondir la pensée musulmane et de proposer. Encore une fois, il ne s'agit pas de savoir si on est d'accord, il s'agit de reconnaître les faits d'une pensée qui a évolué sur les 25 dernières années. Point 1. La deuxième des choses, c'est que le deuxième principe, il est le suivant. Je reste fondamentalement fidèle et cohérent avec les principes que je défends. Il y a un principe dans un cadre démocratique, c'est que le peuple, on lui donne la parole et on respecte son choix. Et donc, le peuple a aujourd'hui déterminé qu'il voulait voir cette expérience ici en Tunisie. Vous êtes athée, vous êtes croyant, vous êtes laïc, vous êtes ce que vous voulez, mais au bout du compte, vous êtes d'abord lié à vos principes. On ne peut pas être avec la démocratie quand ça nous arrange, et puis dire que la démocratie a été trahie quand ça... Parce qu'alors ça ne va pas. Je veux dire, à partir d'un certain moment, il faut rester sur ce principe. Mais il y a un troisième principe qui est important. Il y a un troisième principe qui est important, c'est d'avoir une attitude du citoyen vigilant. Avant les élections, vous nous avez dit ça. Pendant les élections, vous nous avez dit ça. Ce que vous nous avez promis, c'est point 1, point 2, point 3, point 4. Maintenant, on va vous prendre au mot.
Parce que si vous êtes sérieux avec la conscience musulmane, c'est al-ladina amanu wa amilus salihat. Amanu, ils croient et ils font le bien. Maintenant, on va voir si vous faites ce que vous avez dit. Lima taquluna ma la taf'alun, c'est clair. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ça, c'est un principe clair de politique. Maintenant, quand on est dans la politique, on est dans la politique. Après, il faut aller. Tous les politiques disent avant les élections des choses qu'ils ne font pas après. Et il n'y a personne. Et Nahda, ce ne sont pas des anges. Ce sont des êtres humains. Il va falloir les prendre au mot. Et après, il faudra que vous fassiez du choix de celui qui a le moins menti ou le moins trahi ses promesses. Après, c'était votre travail. Tu as trahi tes promesses, viens. Dégage. Électoralement, je veux dire. Oui, électoralement, tu t'en vas. Tu as respecté tes promesses ou tu as essayé, je te refais confiance. Mais s'il vous plaît, établissez comme un des principes de la construction de la Tunisie la confiance minimum. Je te fais confiance jusqu'à preuve du contraire. Et ça, dans votre tradition, vous savez, attendez, mais ça c'est important, c'est vrai dans notre famille, mais c'est vrai politiquement. C'est vrai politiquement. Vous avez quelque chose dans la tradition musulmane qui vous dit « husn al-dhann ». Toujours penser d'abord le mieux avant de penser le mal. Il y en a dans cette salle, c'est le contraire. Dès qu'ils ne sont pas d'accord avec le mouvement politique, ils sont là, ils attendent, ils attendent la première erreur. Ils ne sont pas du tout positifs dans leur critique, ils attendent. Mais moi j'en ai même comme ça dans les conférences. Il y en a qui viennent dans les conférences, ils attendent que je me trompe. Je veux dire, vous faites 1 heure de conférence, vous dites « Ah là, t'as vu ce qu'il a dit ?» Mais t'es venu pourquoi? Quel est l'esprit qui te mène à ne voir dans ton frère humain que la faute qui te confirme dans l'opinion que tu avais avant de venir? Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Par rapport à ce mouvement-là, je ne sais pas ce que va faire El Nahda. Mais j'ai 3 principes et pour moi, ils sont indiscutables. C'est-à-dire, ils doivent être le cadre dans lequel je me situe. Maintenant, vous faites ce que vous dites, et bien on vous soutient. Vous avez trahi vos promesses, et bien vous allez devoir payer par le jeu démocratique. Et on choisira quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout. C'est simple, mais c'est exigeant. Vous savez pourquoi c'est exigeant? Parce que ça vous demande d'être honnête et d'étudier. D'être honnête et d'étudier, parce qu'il y en a certains d'entre vous, ils ne les aiment pas du tout avant même qu'ils soient élus. Et il y en a même certains, ils ne les aiment tellement pas, qu'ils n'aimeraient pas qu'ils réussissent. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'ils ratent. Mais ça, c'est pas une attitude citoyenne. Tu n'es pas d'accord avec eux. Mais s'ils réussissent, à la barakatillah. Et s'ils ratent, ben ils ratent. Mais il y en a certains, ils sont tellement dans la haine, tellement dans le rejet, tellement dans l'émotif, tu ne m'intéresses que quand tu rates. Eh bien, bonne chance la Tunisie. Alors ça, c'est une belle mentalité. Si vos opposants politiques ne vous intéressent que quand tu rates. Donc, non, mais moi, vous avez oublié, pas d'applaudissements. Donc, en l'occurrence, simplement, gardons ces principes-là, et ils sont pour tous. Parce que là, on parle des Nahda. Et j'aimerais vous dire une chose. Il y a certain nombre de personnes ici qui ont des références religieuses. J'aimerais bien que ces personnes qui ont des références religieuses écoutent aussi ceux qui ont une expérience politique sans référent religieux, mais qui ont des choses très importantes à dire. Moi, je vois des gens maintenant qui me disent une chose. Et ça, c'est des questions qu'il faut poser à ceux qui sont maintenant aux affaires. Je veux dire, il y a une référence religieuse. On voit aujourd'hui dans les rues de Tunisie des gens qui sont en train d'exprimer avec violence et qui s'accaparent et qui instrumentalisent la religion. Et vous êtes aux affaires. Et vous êtes aux affaires au nom d'une référence religieuse. À partir d'un certain moment, vous avez à agir. Vous ne pouvez pas rester silencieux par rapport à ceux qui utilisent la religion pour mettre au banc de la société une partie entière. Vous avez à être les élus de tous, non pas les référents de certains. Ça aussi, ce sont des... Il faut qu'on s'écoute, vous comprenez? C'est ça que je suis en train de dire depuis le départ. Il faut qu'on s'écoute. Il y a des questions légitimes de gens qui ont très peur de ceux qui font référence à la religion. Parce qu'ils ont très très peur qu'on les juge tout le temps sur l'apparence, tout le temps sur ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, que tout le temps on les mette à l'intérieur de l'islam, qu'on les sorte à l'islam. Mais qui es-tu pour me dire que je suis moins musulman que toi? Quand Dieu dit, subhanallah, quand on nous dit, nous, moi des fois on vient vraiment, on me dit, mais Mère Teresa, elle va en enfer ou au paradis? Et je dis, mais subhanallah, mais j'en sais rien. Je sais même pas où je vais moi.
Tu vas me demander, je ne sais même pas ce qu'elle savait de l'islam, ce qu'elle ne savait pas de l'islam. Ça, c'est entre elle et Dieu. Les portes du paradis ne sont pas dans un livre que je tiens. C'est bien entre elle et Dieu. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas où je vais. Et donc, à partir du moment où je ne sais pas où je vais commencer à être le juge de tous les autres. À un moment donné, à certains frères qui viennent vers vous et qui commencent à vous juger, qui disent « Attends, tu peux me donner ton billet d'entrée au paradis, monsieur ? Tu y es déjà ? Comment tu peux faire une chose pareille ? » Parce que l'humilité du musulman, c'est justement de se taire par rapport à ces jugements-là. Dire c'était tellement difficile. Si vous relisez la vie du prophète, il connaissait qu'il y avait des hypocrites, mais combien il était prudent. Combien il était prudent. Parce qu'il y a une chose qui est très très importante. Il se peut qu'aujourd'hui je sois sincère avec la religion et qu'un autre soit un hypocrite. Mais il se peut que demain je sois l'hypocrite et qu'il soit devenu sincère. Ça, personne ne connaît le secret des cœurs. Et quand on ne connaît pas le secret des cœurs, on ne devient pas un tribunal. On ne peut pas être un tribunal. Ça, c'est une attitude que nous tous, nous devrions avoir dans l'écoute mutuelle et dans la perspective de vivre ensemble. Quant à est-ce que le plan américain s'est arrêté avec le départ? Mais non. Je veux dire, les États-Unis, comme l'Europe, comme la Chine, comme la Russie, ben, ils essayent de contrôler au maximum ce qu'ils peuvent contrôler. Je veux dire que moi j'ai eu un certain nombre de mes collègues universitaires qui travaillent, certains d'entre eux travaillent avec le gouvernement américain et qui me disaient, et pour que je vous le dise clairement, ils me disaient, les États-Unis aujourd'hui ont décidé de mettre énormément d'importance dans la Tunisie pour que ça marche, pour montrer qu'il y a eu vraiment un printemps arabe et que vraiment ça marche là maintenant en Tunisie, justement pour essayer de nous tromper sur les autres situations un tout petit peu plus délicates comme l'Égypte, comme la Syrie et tout ceci. Donc il y a une vraie volonté de la part des États-Unis, comme de la part de la Chine d'ailleurs, comme de la part de l'Europe et encore de la France, d'être tout à fait liés, comme de la part de pétromonarchie, que ce soit le Qatar, que ce soit l'Arabie Saoudite. Vous êtes très convoités, chers Tunisiens. Vous valez symboliquement quelque chose de très important, parce que vous pourriez être ce qui va donner une dynamique à beaucoup de peuples arabes, mais être l'arbre qui cache la forêt aussi. C'est-à-dire que vous réussissiez relativement et que d'autres soient trompés. Il faut quand même que vous vous rendiez compte que vous êtes un enjeu aujourd'hui. Historiquement, jamais la Tunisie n'a été aussi importante dans le changement, dans la révolution au sens littéral de la stratégie au Moyen-Orient. C'est capital ça. Donc ça demande un tout peu de réflexion. Ça demande à notre jeunesse qui est ici dans cette salle il faut arrêter la théorie de la conspiration, commencer à étudier les relations, les stratégies, les engagements, les défis économiques. Commencez à faire ce travail-là et libérez-vous un tout petit peu. Libérez-vous de la culture Internet. Elle peut être intéressante pour sortir un régime. La culture Internet est une prison si vous pensez que c'est par elle que vous pensez. Vous ne pensez pas. La culture Internet, ce n'est pas de la communication, c'est des connexions, c'est même pas de la véritable étude. Vous savez, moi je vois des choses, mais même au niveau universitaire. Moi j'ai des étudiants au niveau universitaire, ils venaient, ils me citaient Wikipédia, comme si Wikipédia était une source. Mais Wikipédia, c'est quand vous n'avez rien à faire, quand vous n'avez rien lu. C'est pas sérieux. Et il y a des gens qui alimentent ceci et qui vous y mettent ce qu'ils veulent. Donc, un tout petit peu de sérieux dans votre façon de façonner vos intelligences et vos engagements. Genre. Donc, troisième contingent de questions à M. Darab Ramadan. Première question, c'est plutôt un thème. Bourguiba. Azaïm Bourguiba. Quand on vous dit Bourguiba, que dites-vous? Et une autre question dans ce même thème. Dans votre livre, vous dites que Bourguiba a promulgué le code du statut personnel. Donc, dans votre livre, vous dites que Bourguiba a promulgué le code du statut personnel. C'est un fait qui disqualifie la référence légale islamique.
Que voulez-vous dire? La référence légale islamique.